un équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà, c'est ça la démocratie. Si j'ai écrit cet ouvrage, c'est assez simple. J'ai écrit beaucoup, j'avais déjà écrit de précédents ouvrages sur d'autres thèmes, j'ai écrit beaucoup d'articles dans des revues, et puis c'est en enseignant aux auditeurs de justice à l'École nationale de la magistrature. Je voyais qu'il y a un besoin d'identité, et l'identité, ça se construit aussi à travers l'histoire. Ils doivent savoir d'où ils viennent, etc. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de recul de cette jeune génération sur ce qu'avaient fait leurs aînés, dans quelles conditions, et qu'ils avaient un peu des images d'Épinal de tout le monde. Donc j'ai voulu reconstruire un petit peu ça, documenter, et d'une façon assez vivante pour eux. Les procédés de recherche et d'écriture, ce sont ceux d'un historien, d'un magistrat. Donc un magistrat est toujours un obsessionnel du détail, et si on affirme quelque chose, c'est parce qu'on a des preuves, et c'est un peu le même travail. J'ai été juge d'instruction pour commencer. Un historien, c'est quelqu'un qui va documenter son sujet, qui va chercher des preuves, qui va trouver les raisons, les logiques, tous les éléments qui peuvent apporter et documenter une affirmation. Voilà. Et si on affirme quelque chose, si on le dit, c'est parce qu'on a des sources. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Et il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, entre les juges d'instruction, les juges et les historiens. C'est le même travail de recherche et de documentation, dans des conditions différentes et avec des conséquences différentes, évidemment. Mais j'ai fait ce travail, mais avec une différence avec un historien classique, toujours écrit beaucoup en histoire et beaucoup lu en histoire et beaucoup échangé avec des historiens, mais c'est assez différent parce que la justice, quand on juge un dossier, on s'arrête à un moment donné. L'histoire, ça ne s'arrête jamais. Et on retrouve toujours des nouvelles sources. Il y a une génération qui regarde, comme la période de Vichy, avec toujours un nouveau regard, des nouveaux documents, etc. Et je pense que dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'éléments qui n'étaient pas connus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans même, et qu'on a trouvé dans les archives. Au moins que quand il parle de Vichy, ou de la période, ou quand il porte un jugement sur quelqu'un, le comportement, ils se remettent en contexte, voilà. Et quand on porte un jugement sur une période historique, qu'on se remette dans les conditions de l'époque et qu'on documente bien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse quand quelqu'un fait un choix, prend une décision, dans quelles conditions il a pris cette décision, quels étaient les choix possibles, qu'ont fait les autres qui étaient à côté de lui dans les mêmes conditions, etc. Une juridiction d'exception, c'est quelque chose qui déroge au droit commun. Le droit commun, vous êtes jugé par des juges professionnels, au tribunal correctionnel, en cour d'assises, etc. Et puis la juridiction d'exception, c'est ce qui déroge au droit commun. Par exemple, qui va diminuer le droit de la défense, qui va donner plus de pouvoir à la police, qui va poursuivre dans d'autres conditions et des délais de garde à vue plus importants. Eh bien, généralement, c'est dans les périodes exceptionnelles, pendant la guerre d'Algérie, pendant d'autres éléments, quand il y a eu les cours de sûreté de l'État, voilà une juridiction d'exception, moins de garantie pour les droits de la défense. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de juridictions d'exception dans les périodes de crise. Mais votre génération l'a connu aussi. L'état d'urgence pendant le Covid, c'était une législation d'exception. Et heureusement, il y avait un intérêt public. Donc, il peut y avoir aussi des bonnes juridictions d'exception, ou des législations d'exception. Mais vous voyez bien que ça peut durer qu'un moment. Et dans un État démocratique, l'exception, elle doit être temporaire et pour des raisons bien précises. Dans un État démocratique où les juges font respecter un État de droit, les juridictions d'exception ou les législations d'exception ne doivent être que temporaires, y comprises par l'opinion, et acceptées et votées. Alors, pour ceux qui s'intéressent au cinéma, il y a un grand film de Costa Gavras en 1973 qui s'appelle La Section spéciale. Et le mot est resté à travers ce film qui est sorti en 1973 sur ce qui s'est passé en 1941. Officiellement avait été assassiné, c'est le premier, par la résistance communiste après juin 41, quand Hitler avait attaqué la Russie et que les communistes étaient rentrés dans la résistance armée. Et les Allemands ont exigé que 6 communistes soient condamnés à mort par une juridiction française. En urgence, on a fait une loi antidatée, rétroactive, etc., en créant une section spéciale
de la Cour d'appel de Paris pour condamner ces personnes. Et ça a été un énorme dilemme. Et ensuite, il y a eu des sections spéciales dans chaque cour d'appel pour les affaires qui visaient les communistes, la résistance gaulliste, etc. C'était des juridictions spécialement composées avec des lois rétroactives, la peine de mort encourue, des conditions, exactement une juridiction d'exception. Justement, ça fait partie, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de la réécriture de l'histoire nécessaire, là qui était nécessaire. Parce qu'il y a un seul magistrat, sur 3000 à peu près, qui a refusé de prêter serment à Pétain. Donc, les auditeurs de justice dans l'amphithéâtre de l'ENM, évidemment, je leur pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait? On aurait refusé de prêter serment. Et en 1998, à Bordeaux, juste avant le procès Papon, la promotion de l'ENM a pris comme nom Paul Didier. Donc, c'était un message extrêmement simple. On aurait, nous, refusé de prêter serment et on n'aurait pas été comme nos aînés. Et ce que j'ai découvert, et ce que j'explique, c'est qu'au moment où dans la salle, il y avait près de 200 magistrats qui ont prêté serment le même jour au tribunal de Paris, dans la même salle, à côté de Paul Didier, qui n'avait prévenu personne, même pas sa femme, il y avait 4 magistrats résistants qui, eux, ont prêté serment pour ne pas être découverts, dont 2 compagnons de Libération, dont un autre magistrat, René Parodi, qui 1 an après a été torturé, arrêté par les Gestapo, torturé, qui est mort sous la torture sans avoir parlé. Et Paul Didier n'en avait pas parlé. Paul Didier a posé un acte courageux, mais solitaire. Mais que fallait-il faire? Chacun fait ses choix, c'est ce que je vais montrer. Et que moi, sans doute, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que si j'avais été résistant, tout le monde s'imagine résistant, évidemment. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous n'en savez rien de ce que vous aurez fait. Les gens, il faut les juger sur leurs actes. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Qu'est-ce que vous ferez, vous? Au moins, vous savez qu'il faut être courageux si vous voulez être juge et savoir dire non. C'est aussi le sous-titre de mon livre. C'est de savoir résister aussi aux pressions de la police à certains moments, aux pressions de la hiérarchie, aux pressions du politique, etc. C'est ça aussi être courageux aujourd'hui. C'est moins risqué qu'en 1941 quand les Allemands sont à Paris. Voilà. C'est un procès qui est organisé par Vichy, par Pétain, pour juger ce qu'on appelle les responsables de la défaite. Et en fin de compte, ils veulent faire juger par une juridiction spéciale composée, la Haute Cour de justice, à Léon Blum, Daladier, les responsables du Front populaire, en disant qu'ils n'ont pas préparé la guerre, mais ils sont responsables de la défaite. En fin de compte, le procès, alors c'est décidé dès 1940, dès juillet 1940, dès la défaite, ça commence en 1942, mais avant que les Américains entrent en guerre. Donc ça se passe sous le regard de la presse internationale, notamment la presse américaine. Et Blum et Daladier, leurs avocats, vont être extrêmement courageux. Et puisque le procès est public, c'est ça aussi, une juridiction d'exception, il y en a qui ne sont pas publiques. Et celle-là, elle était publique. Et ils vont montrer, avec un talent, un courage absolument exceptionnel, ils vont se défendre, si bien que Pétain, à la demande d'Hitler, va être obligé d'arrêter le procès. Et c'est Pétain qui va décider d'une sanction, puisqu'il était à la fois, il avait les pleins pouvoirs, il était à la fois pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Il a décidé de les prononcer, de les condamner à la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Il a prononcé la peine, Pétain, et le procès s'est arrêté parce que ça n'avait plus de sens tellement de reprendre le procès, qui était présidé par 3 magistrats, plus d'une juridiction d'exception, des gens choisis pour juger. Mais on voit comment le côté public, devant l'opinion, fait qu'un procès peut se retourner dans l'opinion parce qu'il est tellement évident que les poursuites sont injustes, partiales, etc., que devant l'opinion, un bon dossier, vous pouvez gagner. Les rôles d'avocats, on peut évoluer. Des avocats comme Jacques Izorni qui ont défendu des communistes ou des résistants pendant la guerre ont défendu ensuite des collaborateurs à la libération. Le métier d'avocat, c'est de défendre. Donc, ils ont évolué, pas tellement évolué dans la fonction. On les défendre tous, c'est le livre d'Alberno, un grand avocat, les défendre tous. Métier de juge, oui, ça a changé parce que le problème, et c'est bien ceux qui avaient prêté serment à Pétain, qui ont jugé sous Pétain,
sous Vichy, comment ils allaient juger, présider les procès de l'épuration. Donc, il a fallu relégitimer la magistrature, en condamnant certains juges, notamment les juges de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, ont été condamnés, sauf celui qui avait refusé de voter les peines de mort. Et ensuite, en choisissant les juges qui ont été les juges de l'épuration. Il y avait un juge dans les cours de justice et puis 4 jurés qui étaient tirés au sort parmi les gens de la résistance. Et ça va dépendre du comportement. Par exemple, le président de la section spéciale de la Cour d'appel de Grenoble, qui avait été la moins répressive de France, a présidé les tribunaux de l'épuration à Grenoble à la Libération. Donc vous voyez, il faut regarder à chaque fois quelle est la situation concrète. Et puis, la justice après est revenue progressivement, mais c'est ce que voulait De Gaulle. Il fallait un État, reconstruire un État. La libération, et il n'y a pas d'État sans justice. Et je ne dirais pas que c'est un contre-pouvoir, c'est un élément déterminant dans l'équilibre des pouvoirs. Il faut toujours, disait Montesquieu, que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que personne n'ait les pleins pouvoirs. Et il faut équilibrer entre les pouvoirs. On a pris l'exemple tout à l'heure des juridictions d'exception. Mais vous voyez, des législations d'exception, pendant la guerre d'Algérie, c'était le pouvoir exécutif qui avait absolument tous les pouvoirs, et la Cour de sûreté de l'État après. Mais pendant l'état d'urgence de 2015, pendant les attentats terroristes, pendant le Covid-19 après 2020, il y a une législation d'exception, mais dont les principes, les limites ont été mises par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Donc on est passé d'un droit de l'État seulement à un état de droit, un équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà, c'est ça la démocratie. Les femmes ont eu le droit de vote dès la fin 1944. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 1 an et demi, 2 ans pour que les femmes deviennent magistrates? Eh bien parce que les hommes, les magistrats notamment, étaient opposés. C'était à l'époque très conservateur, etc. C'était un milieu où il y avait quelques progressistes, dont la plupart des résistants, mais en fin de compte, c'était un milieu très très conservateur, les femmes ne travaillaient pas, etc. Donc même l'association des magistrats était contre. Ensuite, ils ont voulu dire peut-être les femmes jugent des enfants, évidemment, la représentation, etc. Mais il y a toute une partie quand même de la magistrature progressiste, des avocats, qui souhaitaient que les femmes accèdent à la magistrature, et puis les femmes réussissaient déjà mieux dans les études de droit. Les femmes avaient réussi à être avocates, docteurs en droit, universitaires, et donc c'est la seule fois dans l'histoire où il y a eu un groupe interparlementaire, c'est-à-dire que juste à la Libération, il y a eu une assemblée constituante, où il y avait 16 femmes qui avaient été choisies par la résistance avant les élections. Et ce groupe interparlementaire représentait toutes les tendances, depuis les gaullistes, les démocrates chrétiens jusqu'aux communistes. Eh bien, toutes les femmes ont porté une résolution ensemble sur le fait que les femmes puissent accéder à la magistrature. Et c'est la seule fois dans l'histoire. Vous imaginez aujourd'hui si Marine Le Pen, Chikirou, Mathilde Panot, etc. votaient un même texte avec Gaël Brault-Pivet sur, je sais pas, le pouvoir des femmes, quelque chose, vous voyez, c'est pas tout à fait concevable. Eh bien, là, ça l'a été. Donc c'est absolument extraordinaire, c'est la seule fois. Mais ça a porté, et puis il a fallu après, les hommes, les ministres de la Justice voulaient limiter, simplement juger des enfants, simplement au siège, mais pas au parquet, pas au ministère public. Et puis en fin de compte, ça a été balayé, et heureusement, et puis... Ensuite, progressivement, il y a eu une femme qui était déjà la première femme agrégée de droit, prof de droit, qui a pu devenir à la Cour de cassation. Parce qu'on disait, Cour de cassation comme ça, elle fera du pur droit. Elle ne se statuera pas sur d'autres choses. Et puis elle sera en collégial avec d'autres, etc. Vous voyez, c'était un peu système protégé. Et puis après, progressivement, ils ont intégré la magistrature. Et puis il y a eu surtout après l'École nationale de la magistrature, dans les 68. Et là, aujourd'hui, il y a 72% de femmes qui passent le concours, qui réussissent le concours de la magistrature. Et donc, il y a un changement absolument considérable. Et puis, la justice fonctionne quand elle est un peu plus ouverte sur la société.
les lois sont extrêmement claires. Si un ministre ou un président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, commet des délits, il est jugé par une instance particulière, la Cour de justice de la République. Si en dehors de l'exercice de ses fonctions, il commet des infractions, alors un politique qui commet un viol, qui détourne de l'argent, etc., bah, il est un citoyen comme les autres. Voilà. Et donc, il faut qu'il soit jugé par un tribunal ordinaire. Voilà. Donc, avec les mêmes garanties, ni plus ni moins que n'importe quel citoyen. Évidemment, il faut éviter les plaintes abusives, les abus, mais là, les tribunaux n'ont pas encore statué définitivement. Ils le statueront en toute indépendance, mais je peux vous dire que ils ont travaillé de façon absolument énorme, avec des pressions. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité des avocats, le nombre des recours qui ont été faits, etc., les pourvois en cassation, tous les recours qui ont été faits. C'est pour ça que les procédures durent très très longtemps, évidemment. Et à la fin, quand même, les juges ont fait leur travail et il y aura un jugement. Et bien, les juges seront souverains. Mais là, heureusement, il ne faut pas oublier que la presse joue son rôle, parce que c'est un peu compliqué, la presse de qualité. C'est-à-dire qu'il faut voir ce que c'est que des comptes rendus d'audience, les charges, c'est tellement compliqué, qui fait des résumés. Et on ne va pas juger à l'emporte-pièce. Voilà. Est-ce que des infractions ont été commises? Ce sont les politiques qui votent les lois. Hein, voilà, la loi Sapin sur la lutte contre la corruption, la loi sur le financement des partis politiques, comment on peut financer, ils l'ont voté, les parlementaires. Donc ils se voient appliquer les lois qu'ils ont votées. Voilà, ben, c'est assez simple. Donc ça me semble la moindre des choses que c'est une façon pour eux aussi de respecter la loi qu'ils ont votée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un procès politique? Moi je vois pas où il y a des procès politiques en France. Il y a des procès d'hommes politiques pour des affaires de droit commun, mais je vois pas d'affaires politiques là. En Russie, le procès de Navalny, c'est un procès politique. Et pourtant, c'est une juridiction de droit commun qui l'a condamné. Il est mort en prison. Voilà, ça, c'est ça. La politique, c'est comment la justice est instrumentalisée par le politique. Mais en France, la justice n'est pas instrumentalisée par le politique. Alors j'ai vu le projet de champ de justice et le projet sur l'ancienne prison Jacques Cartier. C'est vraiment, je trouve, un très très beau projet. Parce qu'effectivement, et ça se pose dans beaucoup de villes, quand on a la chance d'avoir une prison au cœur de ville, avec un bâtiment, et surtout la vision, c'est une vision ouverte de la justice, où il peut se passer des choses, où les générations vont s'échanger, et puis c'est un lieu chargé d'histoire, où il y a eu des résistants qui ont été là pendant Vichy, pendant la guerre d'Algérie. Henri Alleg a été là. Et je trouve qu'on peut tout à fait, et c'est très très bien de rendre vivants ces lieux de l'histoire, et puis faire un échange et des débats entre les générations. Moi je trouve que la pédagogie sur les lieux historiques, ça a une force. Je fais partie du conseil scientifique de la Maison des enfants d'Isieux. Ces enfants qui ont été la principale accusation contre Klaus Barbie, cette déportation des enfants en avril 1944, mort à Auschwitz. Et ces lieux chargés d'histoire sont des lieux de pédagogie, d'échange absolument extraordinaires. Donc vous avez la chance d'avoir une prison comme ça, en bon état, qui peut être rénovée au cœur de ville. Et donc je trouve que c'est un très beau projet.